Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, nous allons parler d'entrepreneuriat féminin, mais surtout d'engagement, de transmission et de déclic. Pourquoi des structures d'accompagnement dédiées à l'entrepreneuriat féminin sont-elles utiles, voire indispensables en Martinique? Concrètement, comment ces initiatives transforment le paysage de l'entrepreneuriat en Martinique? Nous recevons deux femmes engagées qui œuvrent chaque jour pour casser les stéréotypes et ouvrir le champ des possibles aux entrepreneurs martiniquaises. J'ai le plaisir d'accueillir Cécile Simoneau, bonsoir, Bonsoir. cofondatrice du réseau Lila, c'est un acronyme, on va le présenter, et Sarah Fayad, bonsoir, Bonsoir Manuel. fondatrice de Collab FWI. Oui, c'est ça. Entrepreneuriat des femmes, focus sur des initiatives d'accompagnement en Martinique, terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Cécile. Bonsoir Manuel. Alors avant de présenter Réseau Lila, moi ce qui m'intéresse c'est le déclic. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui a donné cette étincelle de vouloir créer ce réseau d'accompagnement? Ouais, ça part de très très loin parce qu'en fait au début de ma carrière j'étais dans les travaux publics. D'accord. Ouais, personne n'est parfait donc bon, voilà, Ah on a tous le droit de faire des erreurs. Et puis en fait moi c'est vraiment le fait d'être devenue maman, hein, clairement. Mon corps m'a crié que je n'étais pas à ma place du tout. Et de là est parti un long cheminement de toutes les erreurs possibles et inimaginables jusqu'à aboutir à un équilibre, mais bien longtemps après. Et avec tous ces freins rencontrés et toutes ces souffrances accumulées, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Si on peut éviter ne serait-ce que le quart de ces erreurs à d'autres et les soutenir pour lever les freins plus rapidement, ça serait merveilleux. Voilà. Et concrètement, si une femme nous regarde ce soir, ou un homme qui côtoie des femmes, comment expliquez-vous simplement ce qu'est le réseau LIA? D'ailleurs, c'est un acronyme, hein. Oui, ça signifie les indépendantes, libres, alignées et solidaires. D'accord. Qui en fait représentent nos valeurs quand même, dans le sens de dire, d'être indépendante financièrement grâce à son talent, grâce à sa zone de génie, d'être aussi solidaire. On n'est pas dans un mode de concurrence les unes avec les autres. Une de nos devises d'ailleurs, c'est toutes unies pour la réussite de toutes. Donc c'est de dire qu'en fait, c'est quand on est toutes ensemble, on avance encore plus vite et de façon beaucoup plus sécure émotionnellement, voilà. Et puis aligné parce qu'en fait aussi, en cohérence dans nos valeurs de citoyennes, d'humaines, de femmes et dans ce qu'on prône dans notre entreprise, voilà. Donc voilà Très bien. pourquoi ça. Alors, je me tourne vers vous, Sarah Fayad. Donc, vous Oui. êtes la fondatrice de Collab FWI. Avant Collab, donc cet incubateur, qu'est-ce qui se passe? Vous été entrepreneur. Exactement. Oui. J'ai commencé ma carrière, donc après mes études, en tant que cofondatrice d'un restaurant, le Midi Minuit à Fort-de-France. C'était un restaurant familial. Et puis, pareil, hein, beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas, et de freins qui n'ont fait que s'accentuer les uns après les autres durant ma carrière. Et puis, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne les entrepreneurs de façon globale, avec une spécificité, bien évidemment, pour les femmes. Aujourd'hui, un peu la même question, Collab FWI. Si une femme nous regarde, elle se dit c'est l'incubateur qu'il me faut, pour quelle raison? Alors, c'est vrai que Collab FWI, c'est French West Indies. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir sur un incubateur transfrontalier, donc pour pouvoir aider les porteurs de projets aussi à se développer dans la Caraïbe, notamment. Et puis, pareil, hein, c'est un réseau qui a une action spécifique pour les femmes. On accompagne aussi les hommes, mais sur un tout autre volet. D'accord. Et les femmes sont accompagnées vraiment de A à Z, donc de l'émergence et de l'idée au projet et à la création, bien évidemment. Donc, on a un volet incubateur, mais aussi un volet accélérateur pour celles qui ont déjà créé, mais qui se sentent isolées, qui ne savent pas vraiment quoi faire ou pourquoi ou comment elles gagnent de l'argent. À ce moment-là, on les accompagne aussi de façon un petit peu plus poussée sur le volet accélérateur. Bon, Sarah a commencé un petit peu à déjà dévoiler des cartes. Moi, j'avais envie qu'on échange sur pourquoi il est nécessaire d'accompagner des femmes dans l'entrepreneuriat. Cécile, pourquoi? Voilà, il est nécessaire d'avoir ces dispositifs. Alors, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être très contentes de ma réponse, mais parce qu'il y a des freins qui sont spécifiques aux femmes, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Un exemple?
les enfants. Ouais. Voilà, même on a beau les faire à deux, ça reste une grande majorité de situations dans lesquelles les femmes, même en couple, encore en couple dans le même foyer, s'occupent majoritairement, et je n'ai pas échappé à la règle. Et seule une personne qui n'a jamais travaillé avec des enfants sur les genoux peut penser que ça n'a aucun impact, à la fois logistique, émotionnel, cognitif. Essayez de vous concentrer avec un enfant de 3 ans sur les genoux, qui crie, qui demande attention, qui a faim, qui a mal, qui a peur, qui a ci, qui a ça. C'est juste pas possible, quoi. c'est clair. C'est pas possible. Un autre frein? Alors, les femmes représentent aujourd'hui 74% des aidants familiaux. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles aident leurs parents, Ouais. mais aussi leurs beaux-parents. Mm. C'est une réalité. Et en Martinique, on a encore, enfin, dans les territoires ultramarins, on a encore beaucoup de foyers qui reçoivent les beaux-parents ou les parents à leur domicile. Donc, il y a les EHPAD, il y a des structures d'accueil. On est sur une population vieillissante, mais la réalité, c'est que les femmes représentent 74% des aidants familiaux sur nos territoires. Comment, du coup, par rapport à ces freins, alors on va en citer, je pense, probablement C'est parce d'autres. qu'il manque, malheureusement. Comment le fait d'avoir des structures qui accompagnent, finalement, on arrive à adresser une partie de ces freins? Mais par exemple, de façon très très concrète, nous, dans le réseau Lila, dans chacun de nos ateliers, on offre la garde d'enfants sur place à nos adhérentes. C'est-à-dire que toute personne qui est adhérente chez nous, quand elle vient, il y a une garde d'enfants par une professionnelle sur place. Les enfants sont à 5 mètres de notre atelier. Ils sont pris en charge, ils sont sécurisés. Elles se concentrent sur leur business. Et quand elles repartent, elles récupèrent leur enfant et elles rentrent chez elles. C'est très concret, mais ça lève vraiment les freins, par exemple. D'accord. Alors, très bien, déjà, j'étais en train de me dire, waouh, c'est génial. Alors, effectivement, le système de garde, c'est très bien. Nous, on les accompagne aussi pour gérer et concilier la vie pro et la vie perso, D'accord. puisque être entrepreneur, c'est H24. Donc, des fois, le soir, on couche les enfants, on recommence à bosser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir équilibrer la charge mentale, tout simplement, et puis avoir des automatismes au fur et à mesure dans l'apprentissage pour être entrepreneur. Alors, je me suis un peu renseigné et je lisais qu'une étude disait que les femmes ont plus de difficultés à avoir un oui pour un financement qu'on leur dit qu'il faut que leur projet soit plus abouti. Ouais. Donc, c'est Bah, un fait. oui, à dossier équivalent, montant équivalent, on dit que en fait, une femme a 30% de chance de moins qu'un homme d'obtenir son Pour quelle financement. raison? Alors, nombreuses, ça dépend, on va pas se mentir, d'une part de la partie qui est de conseiller, de la conseillère qui reçoit et les stéréotypes qu'on accorde aux femmes. Une femme va être moins capable, peut-être on va lui faire moins confiance sur la stabilité, la gestion émotionnelle, cette blague. Bref. Et à la fois du côté de l'entrepreneuse elle-même, qui va peut-être avoir moins confiance en elle, c'est une réalité, et peut-être le côté leadership, le bagou un peu de dire en fait, c'est ça, et je suis la bonne personne pour le porter, et ça ira au bout, que ce soit avec vous ou pas. Et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est l'assurance. Alors, effectivement, les femmes rencontrent des freins au niveau du financement, d'une part parce qu'elles manquent de crédibilité selon les acteurs financiers, mais c'est aussi parce que les acteurs financiers ont besoin de garanties. Et c'est vrai qu'une femme aujourd'hui, la vie professionnelle d'une femme est semée d'embûches. Et je dirais même de contraintes. Et des fois, les contraintes, comme on disait, ce sont nos enfants, ce sont nos familles qui nécessitent, où en fait notre présence et notre focus doit être indispensable finalement. Et les acteurs économiques le savent. Exemple, dans la vie d'une femme, il y a la maternité. Il y a aussi un besoin d'être auprès de sa famille, de ses enfants, de ses proches, de son mari ou autre. Et c'est devenu dans les mœurs aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a ces 30% à dossier équivalent où les hommes auront peut-être plus de facilité, mais c'est aussi parce que les femmes sont isolées et dès lors qu'elles sortent de leur métier, même de salariat, elles doivent vite gérer leur foyer, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les hommes. C'est une réalité, bien que beaucoup d'hommes s'occupent certainement bien de leurs enfants, je ne remets pas en cause. Mais aujourd'hui, être accompagné par des réseaux, c'est aussi avoir une crédibilité sur le traitement des dossiers. Est-ce que tout le prévisionnel a été bien validé par des professionnels? Ça aussi, en fait, c'est vraiment gage de qualité. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est indispensable d'être accompagné par des réseaux aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous entendre sur une question, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, moi. J'ai entendu qu'il est plus vécu par les femmes que par les hommes, et j'ai entendu que pas du tout. Vous, quelle est votre analyse aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la façon dont c'est vécu et la façon dont c'est verbalisé. Donc déjà, pour moi, il y a deux choses à distinguer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui le vivent, mais qui n'osent pas le dire parce que, attention, vulnérabilité, ça fait très peur. Donc, il y a quand même déjà ça, il faut faire la part des choses. Et ces hommes-là auront tout autant besoin de soutien que ces femmes qui le vivent. Et malheureusement, les femmes, quand même, je pense, sont beaucoup plus éduquées à
à ne pas parler d'elles en bien, à avoir de la valeur au travers de ce qu'elles apportent aux autres et non pas elles en tant que personnes. Elles n'ont pas forcément été éduquées à l'ingénierie financière au sens large. Je parle que ce soit un budget tout simple, mais que ce soit aussi les notions financières, sauf si vraiment elle a baigné dans un environnement entrepreneurial, ce qui n'est clairement pas la majorité. Et donc, je pense qu'il y a aussi toute cette culture financière, entrepreneuriale, mais dans l'état d'esprit. Je parle plutôt voilà, du fait d'entreprendre des projets, d'avoir confiance en soi, de s'imposer. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que elle voit bien le décalage entre ce qu'il faudrait savoir et ce qu'elles savent. Et du coup, ça revient comment dire, Réinterroger ouais, en fait, ça vient réamplifier Bien cette sûr. éducation à ne prends pas de risques, ne parle pas de toi en bien, ne te mets pas en avant, ne fais pas confiance aux autres. Et du coup, c'est un peu la cata. D'accord, donc si je reformule, c'est finalement, il serait autant vécu chez les hommes que chez les femmes, mais pour des raisons d'éducation, C'est une il serait... résonance un peu plus forte. En tout D'accord. cas, c'est mon ressenti. Et Sarah Fayad? Alors, moi, je pense que les hommes et les femmes ont la vision de l'entrepreneuriat qui est différente. Un homme aura vraiment l'appât du gain. Où est-ce que je vais gagner de l'argent? Ils sont peut-être aussi des techniciens. Ah, je sais faire ça. Un boulanger va ouvrir une boulangerie. C'est peut-être pas un bon gestionnaire. Alors que les femmes ont plutôt cet aspect administratif dans leur métier précédent ou dans leur étude, dans leur parcours scolaire. Aujourd'hui, pour moi, les hommes vivent le syndrome de l'imposteur, mais vont beaucoup moins se le dire par pudeur. Parce qu'un homme doit avoir du charisme, doit être fort, il doit tout connaître. C'est aussi un fardeau, je pense, à porter pour beaucoup d'entre eux. Et les femmes ont ce côté un peu plus vulnérable. On demande de l'aide. C'est plus facile entre femmes. C'est pour ça que le réseau féminin est important. Parce qu'entre elles, elles peuvent demander de l'aide plus facilement. Et effectivement, elles vivent aussi le syndrome de l'imposteur. Peut-être de façon un peu plus vulnérable parce qu'elles vont l'exprimer comme tel. Mais pour moi, tout entrepreneur qui gère une société, même qui fait des millions, aura ce syndrome de l'imposteur, de dire est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que là, je vais y arriver? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Pourquoi cette décision-là et pas celle-là? Est-ce que je suis en capacité de le faire? Je pense que les deux le ressentent, mais de façon différente, en gros. L'objectif du chef d'entreprise homme, c'est l'appât du gain. L'objectif d'une chef d'entreprise femme, ce sera vraiment l'engagement, la passion. C'est comme un bébé, on leur dit souvent, c'est pas votre bébé, c'est une entreprise, mais elles auront tendance, en tout cas, à s'y accrocher beaucoup plus émotionnellement et beaucoup plus durablement, surtout. Alors, j'ai aussi constaté dans mes lectures que les femmes vont avoir tendance à entreprendre dans des secteurs particuliers, beaucoup dans les services, le commerce, et peut-être beaucoup moins dans l'agro-transformation, l'industrie. Pourquoi? Les stéréotypes déjà, Oui. le manque d'exemples, de rôle modèle, comme on dit souvent. Donc déjà, je pense que c'est une première base incontournable. C'est pas le seul critère, c'est aussi derrière un milieu qui n'est pas forcément compatible avec la réalité du quotidien d'une femme, voilà. Et du coup, qui même si on dit mais non, les femmes sont les bienvenues, mais en fait de façon très opérationnelle, ça n'est pas possible. Voilà. Donc il y a quand même ça qui est une réalité. Et puis il y a aussi des femmes qui vont selon les profils. Enfin, là on parle de généralité, mais il y a forcément des spécificités. Donc c'est très bien si vous êtes différents et que voilà. Mais il y a aussi le fait que elle va se faire une montagne de tous les freins physiques ou environnementaux, ou etc. Ou le fait d'être la première, d'être pionnière en fait dans un métier, ça fait peur aussi. Et du coup, c'est le cercle vicieux. Comme il y en a moins, elles veulent pas être pionnières, et comme il y en a pas, les autres n'y vont pas. Et du coup, voilà. Donc je pense qu'il y a un peu tout ça mélangé. Alors c'est vrai que les femmes aussi, elles veulent aider. Souvent, elles identifient qu'elles ont manqué de quelque chose, manqué d'un accompagnement. Les parents n'ont pas été aidés de telle façon, des gardes d'enfants, des prestations de services à la personne. C'est vrai que c'est stéréotypé parce qu'on en a beaucoup d'autres qui font autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'industrie ou autre, c'est difficile d'évoluer dans des métiers masculins. Et il faut avoir souvent, d'ailleurs, les femmes qui sont des pionnières dans les métiers masculins vont dans dans leur façon de s'habiller, vont être très masculines aussi, avec des tailleurs un peu d'hommes, etc., pour asseoir leur autorité quelque part. Alors que les femmes, c'est vrai que beaucoup de femmes ont envie d'accompagner, d'aider. C'est souvent suite à un déclic qu'elles décident d'entreprendre, et cet entrepreneuriat, elles veulent l'orienter pour aider, pour changer le monde, etc. Donc c'est pas un rêve finalement, parce qu'elles apportent chacune d'entre elles un élément, une prestation, un produit qui change la donne au quotidien. Donc en fait, encore une fois, c'est ensemble qu'on y arrive. Alors que l'homme va identifier un marché
qui fonctionne et qui est rentable et va s'engouffrer dedans. Alors, on a un peu dressé les différences. J'aimerais maintenant qu'on se focalise sur vos accompagnements. Qu'est-ce que vous avez apporté pour vous en termes d'innovation? À quel moment pour vous l'accompagnement fait du sens dans ce que vous avez mis en place, que ce soit au niveau des réseaux Lila ou au niveau de Collab FWI? Peut-être Sarah Je d'abord. commence. Ouais. Alors, nous, dans notre accompagnement, on voit les choses un peu différemment. Déjà, on fait de la formation, donc on est organisme de formation, et l'idée, c'est d'accompagner nos porteurs de projets, mais par des professionnels qui eux-mêmes vivent l'entrepreneuriat. Donc, on a des avocats, des experts comptables, des juristes, ils sont à peu près une cinquantaine, à graviter autour. Donc, déjà, ça crée un écosystème d'entrepreneurs qui bossent entre eux et qui apportent leur savoir donc, à ces femmes chefs d'entreprise. Deuxièmement, on a créé une communauté, donc c'est vrai que dans nos groupes, les femmes, on a une action spécifique pour les femmes et les femmes sont entre elles, donc volontairement, on fait des groupes de femmes pour laisser vivre la magie, comme je dis, où elles se retrouvent du coup à se confier les unes aux autres. On a une psychologue du travail qui intervient aussi pour déconstruire un peu toutes leurs pensées limitantes avant de commencer à travailler sur le projet. Et pendant notre bootcamp, parce que bon, on a plusieurs programmes, mais notamment le bootcamp, c'est celui sur lequel on est le plus demandé, elles ont pendant tout le parcours en fait des piqûres de rappel au niveau de leur mindset pour rester concentrées et être ancrées dans leur posture d'entrepreneur pour éviter l'abandon et puis bon, la surcharge bien évidemment. Très bien. Cécile? Alors, chez nous, donc j'en ai parlé par exemple des choses très concrètes comme la garde d'enfants, mais aussi dans notre accompagnement, il y a, en fait, on part du point de départ des freins récurrents des entrepreneuses. Par exemple, je ne fais jamais de moi une priorité ou je ne sais pas gérer l'administratif de mon entreprise ou j'ai peur de me vendre. En fait, on part des problèmes récurrents et de là, on va décliner sur le côté à la fois psychologique et le côté stratégique. Comme ça, on part de elles. Et de là, on va leur apporter les éléments pour leur permettre de se construire à la fois dans leur leadership, de chef d'entreprise, et à la fois dans leurs compétences stratégiques et de gestion entrepreneuriale. Il y a aussi une autre chose, c'est que nous, dans notre réseau, on a énormément de femmes qui sont en périménopause, ménopause. Alors, quand on est un homme, on peut se dire encore un truc de femme. En fait, c'est une période absolument horrible, voilà, qui a une énorme souffrance silencieuse. Et on fait régulièrement des ateliers sur comment allier son cycle et les aléas à son cycle. Et même quand on n'est pas dans cette période-là, des femmes qui ont des SOPK, des endométrioses, tout ce qu'on veut, et en fait, on leur permet de mieux se comprendre, de se connaître et de respecter ça et d'allier ça avec l'entrepreneuriat, de faire un entrepreneuriat vraiment sur mesure qui les respecte. Et ça suffit de cacher, ça suffit de faire semblant d'aller bien, parce que c'est un vrai handicap invisible, en fait. Moi, je serais ravie que l'endométriose, etc., soit reconnu comme un handicap et que les femmes soient dédommagées à la hauteur de ça. Ça serait une vraie avancée, quoi. Quelles sont, alors je pense que vous en avez plusieurs, mais quelles sont les plus belles fiertés que vous avez par rapport à ces accompagnements que vous avez mis en place? Alors les plus belles fiertés, c'est les projets qu'on accompagne Oui. ou des histoires. Oui, des histoires ou des transformations, ce que vous voyez vraiment se passer durant ces accompagnements? Alors, je pense aujourd'hui que on a bien évidemment des petites têtes d'affiche, hein, des projets phares qui sont aujourd'hui dans les médias où les filles arrivent quand même à avoir créé de vrais business. Maintenant, Vous pouvez citer des exemples, hein, il y a oui, aucun alors problème. Kai Bebel par Oui, exemple oui. qui fait des infusions à base de fleurs comestibles. Aujourd'hui, pour moi, c'est un projet à fort potentiel qu'il faut développer davantage et elle est déjà sur une très bonne lancée par exemple, donc coucou Isabelle si elle nous voit. On a aussi Eline Pamphile qui est maintenant au Village Baïséa, qui est une de nos pépites aussi, qui travaille dans l'intelligence artificielle, qui crée des outils d'automatisation et franchement j'en passe, hein, j'en ai énormément. On en a une en Guadeloupe qui travaille autour des fleurs, donc elle était fleuriste à la base, elle est venue dans notre incubateur et grâce à notre accompagnement, elle a pu bien plus structurer et rentrer dans des marchés vraiment sur son territoire. Donc, et j'en passe, hein, donc si j'en oublie, il ne faut pas m'en vouloir. Mais c'est vrai que dans notre réseau, il y a un avant et un après. Et ce qu'on fait maintenant, c'est limite les filmer ou les prendre en photo avant et les voir sortir. Alors des fois, c'est une coupe de cheveux, des fois, c'est une posture qui est différente, des fois, c'est sur le physique qu'on le voit, mais c'est aussi des fois dans la façon de parler, de réfléchir. Elles comprennent que, bon, ben, au moins, mon objectif au collab, c'est que les femmes gagnent de l'argent, qu'elles se sentent bien,
qu'elles se sentent équilibrées, mais surtout qu'elles voient le fruit de leur travail. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est un petit peu plus que ce que le réseau Lila fait, où elles vont vraiment s'orienter sur le bien-être de l'entrepreneur, et c'est indispensable. Et nous, aujourd'hui, on se concentre aussi sur le volet économique, ce que vous faites aussi au passage. On se concentre aussi sur le volet, et un peu plus sur le volet économique, pour vraiment qu'elles aient un retour sur leur investissement. C'est-à-dire, j'ai fait une formation, j'ai donné de ma personne pendant 4-6 mois, et maintenant, j'ai le fruit de mon travail. Et très souvent, on essaye de les faire commencer leur activité pendant l'incubation pour qu'on puisse les orienter justement si elles font des petites erreurs, sachant que la plupart sont techniciennes. Encore une fois, les hommes, c'est pareil, mais les femmes, aujourd'hui, elles arrivent parce que, je veux ouvrir une société de traiteurs événementiels, mais elles sont traiteurs à la base. Je veux ouvrir une société autour de la silver economy, mais c'est parce qu'elles sont infirmières libérales ou autres. Donc, on a plein de profils où, en fait, ce sont des techniciennes qui maîtrisent leur secteur d'activité, mais pas du tout la gestion d'entreprise. Voilà. Parfait. Le temps est court. Cécile, peut-être Oui, en fait, moi, une des plus grandes fiertés, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent avec nous, c'est des entreprises qui sont déjà immatriculées, qui viennent avec des entreprises déjà immatriculées et qui, quand elles participent à ces ateliers qui, à la fois, vont chercher la personne et la stratégie, qui vont allier les deux, et en fait, se révèlent dans un tout autre métier. Voilà, et du coup, qui se transforment et qui révolutionnent la totalité de leur stratégie et qui se révèlent dans leur zone de génie, alors qu'elles-mêmes, soit ne l'imaginaient pas, soit avaient associé cette zone de génie à un trauma passé et l'avaient totalement renié de leurs compétences accessibles. Et ça fait tellement plaisir de les voir s'épanouir et s'autonomiser financièrement, quoi. Ouais. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités du jour, Cécile Simoneau, donc cofondatrice du réseau Lila. Merci. Comment on vous retrouve? Alors, sur les réseaux, sur Instagram, Réseau Lila, tout simple, LILAS, et sur Carrefour l'entrepreneuriat aussi, que nous portons. Parfait. Et Sarah Fayad, donc fondatrice de Collab FWI, comment on vous retrouve? Sur Instagram ou sur LinkedIn avec Collab FWI. Merci à vous. Avec plaisir. Et place à la masterclass. Dans cette masterclass, je vais vous présenter une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup dans un outil d'intelligence artificielle générative qui s'appelle Claude. Ça m'est déjà arrivé d'en parler. Alors cet outil, je l'aime beaucoup, cette fonctionnalité, je l'aime beaucoup parce que elle permet en fait de pouvoir gérer, puisque c'est le nom, un projet de A à Z et avec une continuité dans vos échanges avec l'IA générative. Souvent, quand vous commencez une conversation, vous voulez passer à autre chose, vous avez soumis les documents et puis vous enclenchez une nouvelle conversation, c'est un peu dispersé. L'avantage dans Claude, notamment quand on a la version gratuite, c'est qu'il est possible de créer des projets et je vais vous présenter cela. Aujourd'hui, si vous utilisez ChatGPT, cette fonctionnalité, vous ne l'aurez que si vous avez la fonctionnalité payante. C'est pour ça que je trouve intéressant que vous sachiez qu'elle existe en fait dans Claude avec un abonnement gratuit. Enfin, voilà, un accès gratuit. Donc là, je suis dans Claude. Donc Claude, c'est un outil auquel vous aurez accès en tapant Claude AI, Claude AI, Claude IA dans Google. Vous allez vous créer votre compte si vous n'avez jamais essayé. Et vous allez trouver évidemment, comme toute IA, Gemini, Copilot et autres, une possibilité d'avoir des discussions. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est la possibilité de créer un projet. Et quand vous allez créer un projet, vous allez pouvoir faire deux choses. Premièrement, vous allez pouvoir donner à l'outil, donc à Claude, des instructions et vous allez pouvoir charger un certain nombre de fichiers. Donc, dans la continuité de ce qu'on vient de voir, j'ai imaginé que je suis un porteur de projet, que je veux créer mon projet. Donc, je vais créer un dossier et là, un projet, et je l'ai appelé assistant création, donc de l'idée au projet formalisé. Donc, je n'ai pas l'idée là que j'ai partagée, mais je vais pouvoir donc partager mon idée. Je vais avoir une instruction et c'est là qu'il faut savoir prompter. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé l'IA générative pour m'aider à faire ce prompt. Et ce prompt, en fait, j'ai demandé à cette IA générative de se comporter comme un coach en accompagnement de création d'entreprise. Alors bien sûr, vous n'aurez jamais l'humanité et jamais l'expertise d'un vrai coach humain, mais vous aurez peut-être déjà des réponses ou des éléments ou des critiques par rapport à une idée ou un projet. Donc c'est une première façon de confronter votre projet avec l'IA générative. Donc là, j'ai mon prompt sous le capot. Donc vous voyez, il est un petit peu long.
Ça me permet d'avoir tous les cas de figure qui vont m'intéresser de l'idée à mon projet. Donc, j'ai utilisé Claude pour qu'il m'aide à construire mon prompt que j'ai mis sous le capot de ce projet, donc dans la partie instruction. La deuxième partie que vous pourrez faire, c'est donc de télécharger un certain nombre de fichiers. Okay? Vous pouvez télécharger beaucoup de fichiers, pratiquement une cinquantaine. Soit vous allez importer des fichiers, soit vous allez copier du texte, ou soit vous allez aller chercher des fichiers dans votre répertoire Google, si vous êtes sur Google. À partir du moment où vous avez mis les instructions et vous avez mis le fichier, toutes les discussions que vous aurez avec Claude dans ce projet vont toujours être basées sur ces instructions et ce fichier. Et c'est un gain de temps considérable. Il y a toujours de la cohérence car il y a toujours du contexte. Vous n'avez pas besoin de spécifier les choses. Il y a toujours du contexte et beaucoup de cohérence. Et vous allez voir les résultats que vous allez obtenir pas à pas vont être beaucoup plus précis que si vous aviez simplement une conversation dans les logiques de discussion. C'est fini pour moi pour Terre d'innovation. Je remercie David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 20h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.